Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, on va repasser comme ça. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à cette... Hop. Voilà, bonjour et bienvenue à cette 7e édition des éclairages de l'IA. Un webinaire court et on l'espère instructif euh, qui illustre l'utilisation de l'IA dans divers applicatifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir et de co-animer le webinaire avec ma collègue Céline Grange-Fèvre du pôle de compétitivité CARA et d'avoir l'intervention et l'éclairage de Jérôme Sénéchal et Rémi Augier des sociétés Gauzy et Visual Behavior. Je suis Laure Quintin, responsable Europe du pôle de compétitivité du numérique Minalogic. Et ce webinaire est co-organisé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Minasmart, que je vais vous introduire rapidement. Écoutez, on est une grosse demi-heure ensemble ce midi. Euh, Quelques informations en introduction. Ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Minalogic et les présentations vous seront envoyées à l'issue du webinaire. Durant toute la durée du webinaire, on vous invite à poser vos questions dans le chat, dans le bandeau, je crois, en haut ou à droite de votre écran. Et puis, après chaque présentation, les intervenants auront le plaisir d'y répondre. Voilà. Euh, je vous partage le support de présentation de la journée, de l'événement, et puis comme ça laissera 1 ou 2 minutes euh, au dernier participant de se connecter. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je vais juste rapidement reposer le cadre. Donc, les perspectives pardon, de l'IA, c'est une série de webinaires initialement et encore aujourd'hui soutenus par le MIAI, donc l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de la région de Grenoble. Et depuis cette année, le projet européen Minasmart s'est investi du sujet. Minasmart, c'est un consortium régional euh, de structures d'accompagnement régional des entreprises dans leurs projets d'innovation et de croissance. On a d'un côté les partenaires, donc ce sont 13 partenaires régionaux, des partenaires plutôt axés numériques, parce qu'il est dans Minasmart question d'accompagner les entreprises industrielles de la région vers leur transition numérique. Donc, on a pour ça des partenaires plutôt axés numériques qui peuvent être l'ENE, Digital League, le cluster, ou Minalogic, euh, le pôle de compétitivité du numérique, ainsi que deux partenaires technologiques, le CEA et l'INRIA. Et puis ensuite, on a des partenaires pôles de compétitivité représentant les filières stratégiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que sont le textile avec Tectera, l'agri-agro avec Végépolis Vallée, la santé avec Medicalps, l'industrie avec SIM, la chimie et l'environnement avec Accélera, l'énergie avec Tenerdis et les transports qu'il me manque avec Cara aujourd'hui. Mais il n'y a pas le petit picto en haut. Voilà, et donc l'idée, c'est de vous accompagner avec l'objectif de sécuriser ou de révéler le potentiel de vos données via la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le HPC.
Et pour ça, Minasmart, pardon, apporte des services de diagnostic, d'aide à la montée en compétences et à la formation, d'aide au prototypage pour pouvoir réaliser des POC ou des tests, et d'accompagnement et d'aide à la recherche de financement et à la gestion de projets, recherche de financement public ou privé. Voilà, en gros, la carte de visite de Minasmart, le cadre dans lequel aujourd'hui on vous réunit. Avant de laisser la parole à ma collègue Céline, hop, une dernière petite information, juste si ça veut bien. Voilà, la prochaine édition des Perspectives de l'IA, c'est dans tout juste un mois, pardon, la date n'est pas la bonne, 26 septembre 2025. Et on parlera d'IA dans les bâtiments et pour tout ce qui est efficacité énergétique avec le pôle de compétitivité Tenerdis. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je suis ravie donc aujourd'hui de donner la parole à Céline Grange-Fèvre du pôle CARA, directrice innovation, qui va vous partager ses slides et qui va Oui, vous présenter voilà, le panorama, qu'est-ce qu'il en est dans le transport. oui, merci Laure et bonjour à tous. Alors, je vais vous partager ma présentation que je vais mettre en face de moi. Alors, attendez. Je me la mets juste face de moi parce que j'ai deux écrans. Hop, voilà, Alors nous, on ne la voit pas, Céline. c'est normal. Attends, j'arrive. Hop, vous allez me dire si vous la voyez. Donc, je ne vous vois plus, mais je vois ma présentation et je vais me mettre en mode. Hop. Voilà, est-ce que c'est tout bon? Très bien, merci. Du coup, je vais être assez rapide pour laisser plus de temps de parole à Jérôme et Rémi. Donc, juste, c'était pour vous faire déjà un petit point. Alors, déjà, je suis Céline Grange-Fèvre, comme vous l'avez dit, Laure, directrice innovation et développement projet. Et je vais vous présenter le pôle CARA et surtout, je vais faire un focus sur les travaux en cours autour de l'IA et de la mobilité au sens large. Donc, juste nous, notre mission CARA, pôle de compétitivité et mobilité, c'est d'accompagner les mutations des systèmes de transport de personnes et de marchandises, en favorisant bien sûr la collaboration et l'innovation pour développer l'activité économique sur le territoire. CARA, c'est environ 420 adhérents avec des structures qui vont de la toute petite start-up jusqu'au très grand groupe. Le plus gros de nos adhérents, c'est quand même plutôt des PME. On a également aussi des universités, centres de formation, laboratoires de recherche. Et des collectivités, des fédérations professionnelles, l'idée des pôles, de toute façon, c'est de rassembler un écosystème autour d'un sujet et plutôt territorialisé, donc au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec quelques adhérents qui sont basés ailleurs, mais qui ont une activité dans notre territoire. CARA, c'est 6 filières. Donc, quand on parle mobilité, c'est automobile, transport industriel. Transport industriel, ça regroupe les camions, les bus, tout ce qui est véhicule aussi à destination professionnelle. Le transport fluvial, le transport aérien guidé de façon un petit peu marginale, c'est des nouvelles mobilités, mais qui font partie de notre réseau. Le transport ferroviaire et les micromobilités, avec notamment une grosse thématique sur les mobilités douces. Les deux grandes thématiques de la mobilité, ce sont les impacts environnementaux autour de la décarbonation, mais pas que, et puis justement la digitalisation. La digitalisation au niveau produit, mais un petit peu aussi process. Donc voilà, ce que je peux vous mentionner, c'est que vu qu'on est un pôle qui est entre guillemets marché, on a des acteurs qui sont sur toute la chaîne de valeur, depuis le fournisseur de composants jusqu'à l'utilisateur final. Donc, on a des exploitants de transport et on a aussi des fournisseurs de composants. Donc, c'est un réseau qui est assez hétérogène en termes de typologie d'entreprise. Aujourd'hui, comme je vous le mentionnais, la partie digitale et intelligence, elle est très importante. Donc, nous, chez CARA, on anime notre réseau autour de plusieurs programmes de recherche. Et donc, il y en a un qui s'intitule Système de transport et intelligence. Et en fait, ces programmes sont animés avec des experts de notre réseau qui nous permettent d'identifier quels sont les grands sujets en jeu et qui permettent aussi d'accompagner les projets d'innovation qui sont dans le réseau de CARA.
Juste un petit point sur le type de service que l'on offre. C'est assez classique des pôles, j'ai envie de dire. Ce sont des veilles thématiques, marchés, appel à projet, financement. On organise un certain nombre d'événements qui permettent de susciter des rencontres très qualifiées, donc des événements plutôt experts autour de sujets pointus. La mise en réseau, c'est notre cœur de métier. L'expertise autour des projets d'innovation mobilité, donc l'accompagnement de projets. On a aussi un volet sur la partie compétences liée à la mutation des systèmes de transport. Donc forcément, quand on passe du thermique à l'électrique, par exemple, les compétences dont ont besoin les entreprises évoluent. Et puis, évidemment, tout un bouquet de services autour de la communication et des événements. Donc ça, c'est Cara. Alors, hop, il y a un bug. Voilà. Donc, revenons un petit peu au sujet de l'IA dans la mobilité. Donc, en fait, l'IA est un sujet qui est très présent parce que ce sont des outils, ce sont des technologies qui permettent vraiment d'améliorer la performance des systèmes de transport au sens large. Je vous ai synthétisé les grands sujets mobilité et IA qui préoccupent nos adhérents. Donc, il y a tous les sujets autour de la mobilité intelligente et connectée, les sujets autour du véhicule automatisé, au niveau de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, des sujets autour de la sécurité et de la surveillance, des sujets autour de la planification urbaine et de la mobilité multimodale, et ce, mobilité aussi bien de personnes que de marchandises. La dimension de l'expérience utilisateur personnalisée qui est de plus en plus présente et des dimensions de maintenance prédictive. Ce que je vous propose, ce que je vous ai proposé de vous illustrer, c'est en fait, donc, comme je vous l'ai mentionné, nous, on anime plusieurs filières. Et l'idée, c'était de vous donner quelques illustrations de sujets, de travaux en cours ou qui ont bien avancé sur la mobilité et l'IA. Donc, dans la filière automobile, donc c'est absolument pas exhaustif, hein, mais c'est pour vous illustrer un petit peu les grands sujets qui préoccupent notre réseau. Donc, l'IA, c'est évidemment dans la filière automobile un levier qui est stratégique et qui est majeur, avec des applications qui sont autour de la sécurité et beaucoup autour de l'expérience utilisateur. Par exemple, autour du véhicule autonome et assisté, donc il y a un certain nombre de travaux autour de la perception et de la prise de décision, donc notamment l'IA pour interpréter l'environnement et prendre des décisions de conduite. Au niveau de la production, c'est autour de, mais ça, c'est pas spécifique à l'automobile, mais il y a beaucoup de sujets autour de la détection des défauts, par exemple, pour repérer donc des anomalies sur des pièces ou sur une carrosserie. Au niveau de la gestion énergétique et de l'électrification, donc l'IA enfin, les outils de l'IA sont vraiment intéressants pour prédire l'usure, améliorer la recharge ou prolonger la durée de vie pour optimiser les batteries. Autour de la dimension plus servicielle. Donc, effectivement, l'idée de l'IA, c'est de pouvoir aider à personnaliser l'expérience utilisateur. Et puis, donc, autour de la conception et de la simulation, donc un certain nombre de simulations qui permettent de jouer des comportements routiers et de pouvoir faire évoluer la conception. Et puis aussi autour de la mobilité durable et intelligente, donc dans tout ce qui est mobility as a service, donc dans les systèmes MaaS, l'idée c'est de pouvoir intégrer effectivement l'automobile, en tout cas le véhicule personnel, dans une dynamique de multimodalité, donc insérer la voiture dans une chaîne de déplacement. Sur la partie véhicule industriel, donc de la même façon, on retrouve beaucoup de sujets autour de la conduite autonome. Alors, pour des sujets autour des environnements logistiques fermés, plutôt, parce que c'est des cas d'usage qui sont plus faciles à mettre en œuvre et à faire mûrir. Après, on retrouve des sujets autour de la production et de la maintenance prédictive qu'on peut retrouver dans l'automobile. De la même façon, sur la partie durabilité, transition énergétique. L'expérience du conducteur et la sécurité, donc l'analyse des comportements, donc de fatigue ou de comportements à risque, sont des sujets qui sont vraiment importants. Et puis au niveau des interfaces personnalisées, donc par rapport à tout ce qui est alerte, assistance, etc.
Donc, les sujets qu'on peut avoir en automotive, enfin, en automobile et en véhicule industriel sont assez proches. Après, on a tous les sujets autour de la filière ferroviaire où les problématiques, les capteurs ne sont pas les mêmes. Donc, au niveau de la filière ferroviaire, les axes de développement sont autour effectivement des optimisations des opérations ferroviaires, de la maintenance prédictive des infrastructures et du matériel roulant, de la sécurité, de la surveillance, parce que là, on est plutôt dans un sujet de transport public. Donc, importance de sécuriser et de surveiller les abords des quais, mais également des trains. Des sujets autour de l'expérience passager personnalisée, bon, l'efficacité énergétique de la même façon et d'intégration du ferroviaire dans la mobilité à ce service. Donc, comment toujours on peut intégrer le train dans la chaîne de déplacement. Sur la filière micromobilité, on a également aussi des sujets par rapport à la gestion intelligente des flottes pour mieux répartir les véhicules quand vous avez une flotte de trottinettes ou de vélos, donc pour pouvoir essayer d'anticiper un peu les usages à partir de ce qu'on connaît. Au niveau de la navigation et de la sécurité, donc de la même manière, on peut imaginer faire de la surveillance de comportements à risque pour pouvoir améliorer la sécurité. Donc l'analyse des données d'usage, donc là, de la même façon que la gestion intelligente des flottes, ça permet d'anticiper un peu les usages et de pouvoir mieux structurer les infrastructures notamment. Et donc l'intégration dans les plateformes aussi de masse. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur ces outils-là pour avoir une chaîne de mobilité qui soit pertinente. Et enfin, donc effectivement, dans le transport fluvial, alors c'est un petit peu moins mature, mais c'est une filière qui commence à vraiment travailler sur ces outils de l'intelligence artificielle, alors notamment au travers des systèmes de navigation intelligente pour identifier, anticiper des conditions météorologiques, des niveaux d'eau, du trafic fluvial, etc. Et puis dans la logistique, l'optimisation de flux, on a un certain nombre de travaux qui avancent sur ce sujet-là. La sécurité et surveillance de la même manière que les autres modes de transport et la gestion intelligente des infrastructures, alors portuaires pour le coup. Donc voilà, c'était juste, je voulais vous montrer qu'effectivement, dans le secteur de la mobilité, c'est très large, que les usages sont très larges et que, en fait, l'intelligence artificielle permet de répondre à des enjeux qui sont vraiment importants en termes d'efficacité des transports, efficacité en termes d'usage, efficacité économique et efficacité environnementale. Donc, en fait, les outils sont vraiment c'est un réel levier stratégique pour construire une mobilité plus fluide, plus durable et plus inclusive. Et donc, du coup, nous, notre objectif en tant que pôle, c'est vraiment de juste favoriser ces rencontres entre des fournisseurs de briques, de solutions, les utilisateurs finaux, les industriels qui ont besoin de ces outils et surtout de comprendre la puissance que peut avoir l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à des sujets à enjeu. Voilà ce que je peux vous dire de mon côté. Euh, et, et je vais laisser la parole donc à Jérôme et Rémi pour illustrer un petit peu plus justement les outils qu'ils ont pu développer par rapport à leurs propres besoins. Merci Céline. Pendant que ces messieurs chargent leur présentation, je vous invite du coup aussi à partager vos idées de projet ou vos besoins, soit là de façon assez ouverte avec tout le monde, soit en nous contactant Céline ou moi a posteriori. Voilà. Eh bien, donc, merci beaucoup à Caramina Logique pour cette invitation. Donc, on va vous présenter donc nos travaux au sein donc de Gauzy, qui répondent donc en fait à une des problématiques qu'a évoqué Céline hein, sur les parties véhicules autonomes et assistés. Donc, moi, je suis Jérôme Sénéchal, je suis le responsable recherche et innovation de Celtitech, hein, qui fait partie du groupe Gauzy. Et donc, je suis accompagné Du coup, de Rémi Agier, président et fondateur de Visual Behavior, et je vous présenterai dans un second temps avant ma présentation.
Donc notre présentation, donc je vais vous présenter Gauzy et plus précisément Safety Tech, qui est une division du groupe Gauzy. La solution BCS qui répond à une problématique réglementaire de sécurisation autour des gros véhicules qui nous intéressent. Et donc Rémi interviendra sur la problématique d'une IA industrielle. Donc le groupe Gauzy Safety Tech, enfin le groupe Gauzy, en fait c'est un groupe qui a été donc à la base c'est une société israélienne qui a racheté donc le groupe Vision System, groupe Vision System qui est basé toujours à Brignais. Vision System étant composé à la fois de la division Vision System et Safety Tech. Le groupe Gauzy désormais fait près de 700 employés. Le head office est à Tel Aviv, en Israël. C'est un groupe israélien. On est une société publique, hein, cotée au Nasdaq. En 2024, le chiffre d'affaires a été de 110 millions de dollars et on a une représentation à peu près dans tout le monde. Donc, qu'est-ce que fait donc le groupe Gauzy? En fait, on a 3 business units: automotive, aéronautique et architecture, qui sont plus dédiés à des protections de protection solaire pour ces types de problématiques que sont les problématiques donc de protection solaire dans l'automotive, dans l'aéronautique et dans l'architecture. Safety Tech, c'est une division qui est plutôt dédiée à l'aide à la vision autour du véhicule. Et donc, en fait, Safety Tech, c'est une société qui est historiquement dédiée à tout ce qui est améliorer le confort chauffeur et la sécurité autour des véhicules. Safety Tech, en fait, est issue d'une société qui s'appelait RBE, pour Robert Berlier Entreprises, fondée en 1928. Et Robert Berlier, en fait, c'était le frère de Marius Berlier, les camions Berlier qui sont devenus Renault Trucks et Volvo Trucks. Marius Berlier a demandé à son frère en fait de lui faire l'ensemble des accessoires autour de ce véhicule. Et des accessoires, on peut retrouver des rétroviseurs que l'on produit toujours et d'autres accessoires pour le véhicule. Safety Tech donc a évolué, est passé d'une société mécanique à une société maintenant mécatronique, puisque en 2015 on a lancé le rétroviseur électronique, donc le remplacement du système historique mécanique de miroir de chaque côté du véhicule par des caméras à l'extérieur et des moniteurs à l'intérieur. Je vais vous présenter la solution un tout petit peu après. Et donc maintenant, on est en fait un leader mondial dans ce qu'on appelle le Camera Monitoring System, donc les systèmes de rétrovision par caméra. Nos segments, c'est le camion, le car, le bus, les motorhomes, donc les camping-cars. On s'intéresse pas donc aux véhicules des particuliers. On est un partenaire historique de grands constructeurs de camions ou de bus. Donc là, vous voyez quelques véhicules équipés, des camions, petits camions, gros camions, semi-truck de chez Ford, équipés de notre système de rétrovision électronique, et des bus. Donc le produit de rétrovision électronique, qui a été en fait grosso modo notre premier gros produit à base de caméra, est un système qui va remplacer et faire la fonctionnalité de rétrovision de chaque côté du véhicule. On remplace en fait les deux miroirs d'un véhicule, ces deux miroirs ici, par deux caméras qui permettent de faire donc la même fonctionnalité de rétrovision, mais cette fois-ci par de l'image. Ça permet donc en fait aux chauffeurs notamment d'avoir plus de vision, donc on réduit les angles morts, on va avoir une meilleure visibilité de jour comme de nuit, on va améliorer de nuit l'image grâce à des caméras que l'on appelle HDR, High Dynamic Range, et on va limiter également les effets d'éblouissement. On va avoir une meilleure visibilité dans toutes les conditions climatiques.
On va également améliorer la consommation pour les grands rouleurs, pour les camions, on peut descendre de 2% la consommation énergétique, et pour les bus, on va limiter la casse des rétroviseurs. On peut également faire donc d'autres rétrovisions. Là, on parle essentiellement de la rétrovision arrière, mais également la rétrovision à l'avant avec des classes de miroirs, ce qu'on appelle des classes, avec d'autres types de caméras. On équipe près de 20 000 véhicules sont équipés désormais par cette solution. Vous pouvez le voir si vous êtes sur la région lyonnaise. L'ensemble des bus TCL de Lyon vont être équipés par notre solution. Donc, ils n'ont plus les gros miroirs de chaque côté, mais c'est ces caméras et ces moniteurs à l'intérieur. Donc ça, c'est cette solution est une solution donc, qui fait essentiellement la fonctionnalité de rétrovision. Elle n'est pas intelligente. On a développé désormais une solution BSIS, donc qu'on appelle BSIS, donc Blind Spot Information System, qui permet en fait, grâce à l'utilisation d'une intelligence artificielle, de répondre à une réglementation qui est la R151. Donc, il faut savoir que tout véhicule qui circule doit répondre à des réglementations. La rétrovision électronique répond à une réglementation qui est la R46. La réglementation pour les gros véhicules oblige maintenant, donc cette R151 oblige les gros véhicules de plus de 3,5 tonnes à être équipés d'un système qui permet de prévenir les accidents dans les zones urbaines et notamment entre des bus et des cyclistes dans ce qu'on appelle le tournant à droite. Le tourne à droite quand on est en France, quand on est en Angleterre ou dans des pays anglo-saxons, on va dire ça va être plutôt le tourne à gauche, mais de prévenir le chauffeur qu'il y a la présence d'un cycliste dans cette zone que vous voyez ici, et que quand on est dans une zone avec quand on arrive à prédire quand il y a un risque de collision, de prédire cette fois-ci d'envoyer un signal au chauffeur plus important avec, on va dire, un signal sonore en plus d'un signal lumineux, par exemple. Alors, il y a plusieurs solutions pour diminuer les angles morts, rajouter des miroirs, mais ça n'a pas permis de baisser l'accidentologie. Donc, c'est pour ça qu'il y a été donc cette norme, cette réglementation est apparue, qui donc qui est un système nécessité d'un système actif pour prévenir le chauffeur de la présence ou d'un risque de collision. Donc, on a en fait, vous retrouvez ici le rétroviseur électronique avec les deux caméras, et on a rajouté une caméra ici, qui est la caméra donc BSIS, qui est une caméra en fait à grand angle, qui va permettre de sécuriser, de voir déjà l'ensemble de cette zone. Et ensuite, par un traitement d'analyse d'image, de pouvoir faire l'ensemble de la détection et de l'analyse. Donc, ce système, si vous êtes sur Saint-Étienne, par exemple, il y a quelques bus qui sont équipés de ce système. C'est en période de test actuellement, où on voit donc les caméras comme à Lyon, sauf qu'à Saint-Étienne, on a rajouté pour l'instant cette caméra. À partir des images que l'on reçoit de cette caméra, on va les analyser. On va pouvoir classifier, puisque je vous ai dit qu'on doit détecter, la réglementation impose de détecter que les cyclistes. Donc les piétons ne sont pas détectés. Les voitures ne sont pas détectées. Donc il faut vraiment bien sélectionner, classifier et sélectionner que les cyclistes. Et ensuite, donc l'IA intervient à ce moment-là pour la classification et la reconnaissance d'objets. On va pouvoir ensuite estimer en 3D la position donc en 3D dans le monde grâce à la connaissance des paramètres de notre véhicule, donc sa vitesse, ses angles de roue, on peut prédire sa trajectoire, et on va pouvoir ensuite voir s'il y a un risque de collision et envoyer le signal au chauffeur au bon moment pour l'alerter de ce possible risque de collision. Donc, comment ça se passe? Donc là, ce que vous voyez, c'est une image vue par la caméra.
C'est pas ce que le chauffeur voit. Le chauffeur, lui, il va voir que ses rétroviseurs et il aura un signal. Là, c'est... Hop, pardon, je voulais vous lancer la vidéo. Alors, bon, comme on est je ne sais pas si vous allez, ça peut être un peu saccadé pour vous, mais grosso modo, vous voyez qu'il y a différentes boîtes englobantes autour des objets qui disent bah, que en bleu c'est des véhicules, en orange on va dire que c'est le cycliste et en mauve les piétons. Donc, donc ça, c'est notre réseau de neurones qui permet de réaliser cette classification et en temps réel, nous envoyer que l'objet est un piéton, un cycliste, etc., ou un véhicule. Donc, ce qui se passe, c'est que l'on va détecter dans l'image la position, alors en pixels, hein, dans l'image, on est en pixels des différents objets dans notre image, comme vous pouvez voir sur cette slide. Grâce à la calibration de nos caméras, connaissant les paramètres qu'on appelle extrinsèques et intrinsèques de la caméra et un certain nombre d'algorithmes, on est capable de pouvoir donner la position des objets dans le monde réel autour du véhicule. Ensuite, on va analyser une image suivante. On va détecter de nouveau des objets. Ces objets, donc, on va les associer, ce qui nous fait donc qu'on va traquer les objets. C'est un peu l'analogie quand vous voyez dans des films le missile et sa cible au-dessus qui le traque. Donc là, bah, pareil, là, nous, on a nos cibles, hein, c'est des cyclistes, c'est des piétons. On va les traquer, les suivre. On va pouvoir en prédire une vitesse, enfin avoir leur vitesse et prédire comme ça donc la position future que l'on va analyser et de nouveau traquer, etc. Connaissant cette position, on va pouvoir savoir si l'objet il est dans la zone de détection réglementaire, quelle est sa classe, est-ce que c'est un piéton, un cycliste, et puis on va regarder sa vitesse, sa trajectoire, et on va pouvoir alors alarmer le chauffeur. Si il est dans une zone où il est en présence, on est en présence, donc on va envoyer un signal orange au chauffeur lui disant attention, il y a une présence d'un cycliste à côté de toi. Il n'y a pas de risque de collision pour l'instant. Par contre, si le chauffeur, par exemple, dans ce cas-là, va tourner, le cycliste va va tout droit, il y a un risque de collision, et là, on va envoyer un signal au chauffeur. Donc, bah voilà, ça on retrouve la slide générale hein, qui permet de voir le synoptique de l'algorithme. Et là, je vous ai mis en fait ce que voit le chauffeur. Donc, alors, vous allez voir ici, il y a un trottinettiste qui arrive. Il va être détecté. On va envoyer un signal orange. Hop, pardon, je suis désolé. On va envoyer un signal orange au chauffeur comme quoi il est dans la zone de présence. Et à un moment donné, le chauffeur va tourner pour aller dans la trajectoire. Et là, on a un signal rouge. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son, mais il y a un son aussi qui est envoyé au chauffeur. Donc, cet algorithme de décision, enfin, ce système donc est en production désormais, test et production donc avec des clients, donc, et permet donc de répondre à des problématiques d'accidentologie dans les villes, puisque on a de plus en plus de cyclistes, de trottinettistes autour de ces gros véhicules, notamment ces bus en ville. Je vais laisser la parole à Rémi qui va vous présenter comment on industrialise une IA. Du coup, oui, Rémi Agier. Oui, chez Visual Behavior, on développe des intelligences artificielles spécialisées dans la robotique. Donc, dans ce qu'on définit nous par robotique, c'est toute machine qui se déplace et qui a tendance à intégrer de l'intelligence. J'ai voulu nommer ça IA industrielle parce que c'est un cas assez particulier en ce moment, depuis quelques années, où il y a un passage très 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 rapide, extrêmement rapide entre ce qui se passe en recherche et ce qui est publié en recherche et ce qui est intégré en industrie. Et on le voit particulièrement avec tout ce qui est ChatGPT et IA textuelle. Donc il y a un réel engouement autour de ça et je voulais juste vous donner une petite grille de lecture qui permet un peu de savoir quand vous avez une nouvelle sur l'IA ou vous voyez une IA, vous posez la question de savoir est-ce que c'est une IA qui est plutôt orientée recherche ou plutôt fait pour être industrialisée.
En fait, entre une IA de recherche et d'industrie, il y a une différence fondamentale de quel est l'objectif quand on la crée. Une IA de recherche, typiquement, ça a pour but de maximiser le meilleur cas, alors que dans la vie ou dans un véhicule, on a tendance à vouloir minimiser le pire cas. À savoir qu'on veut un système qui fonctionne à minima correctement. Si c'est encore mieux, on est content, mais en tout cas, on veut éviter un maximum les accidents, les loupés, avoir une robustesse qui va bien. Ce qui est complètement différent de la recherche, où à chaque fois que vous voyez une publication de recherche, il faut se poser la question de pourquoi ils ont choisi ce sujet-là et ils ont présenté ces résultats-là. Ils n'ont pas la contrainte industrielle de dire voici mon cas que j'ai à résoudre. Ils sont dans un domaine et ils publient. Du coup, généralement, vous voyez leurs meilleurs résultats et on ne publie jamais les résultats négatifs en recherche, ce qui est un problème. Mais nous, on veut faire de l'industrie, donc comment on fait pour minimiser le pire cas, qui est bien plus compliqué que de maximiser le meilleur cas? Le gros avantage qu'on a, c'est que on ne veut pas résoudre un problème théorique, on veut résoudre un cas qui est concret, et donc on peut s'autoriser à prendre toutes les contraintes qu'on peut, enfin tous les raccourcis qu'on peut du monde réel et de l'application industrielle réelle qu'on a. Jérôme en a cité quelques-unes, mais typiquement, dans un véhicule, pour détecter qu'on tourne à droite, juste on va lire ce que le véhicule dit sur l'angle du volant, ça marche très bien, et on peut s'en servir, pas besoin de faire de grandes théories là-dessus. Donc c'est ça les grosses différences, sachant qu'en plus, dans les IA industrielles, là on va parler spécifiquement de mobilité ou de robotique, il y a quelque chose qu'on dit souvent en robotique, c'est qu'il vaut mieux un résultat moyen rapidement qu'un bon résultat trop tard. Sous-entendu, une information qui arrive trop tard, elle ne sert à rien parce que la collision a déjà eu lieu ou en tout cas l'événement est passé. Donc il y a des grosses contraintes de latence. Donc le but n'est pas juste de faire l'IA la mieux, c'est faire l'IA la mieux et qui va le plus vite possible pour donner le résultat dans le temps contraint qu'on a et aussi dans la consommation contrainte qu'on a. Parce que c'est des systèmes embarqués qui sont embarqués dans des véhicules et qui ne peuvent pas se permettre de tourner sur des serveurs ou sur des choses énormes dans des salles. Donc c'est un peu ça les différences entre l'IA de recherche et d'industrie. Et maintenant, je voulais juste vous montrer quelles sont les différentes manières de faire de l'IA pour l'industrie. Et parce qu'on a tous tendance à, en ce moment, se diriger vers faut mettre de l'IA partout, la meilleure solution à un problème d'IA, c'est de ne pas en utiliser. Sous-entendu, on voit passer, nous, beaucoup de problèmes où les gens veulent absolument le résoudre avec de l'IA. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin d'utiliser de l'IA dans ces cas-là. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que l'informatique n'est pas née avec l'IA et qu'il y a plein de solutions numériques qu'on appelle nous classiques, d'algorithmes, de statistiques, qui n'ont pas besoin d'IA dans le sens machine learning et donc qui permettent de résoudre le problème très simplement. Donc évidemment, ça ne fait pas tout, mais voilà, je voulais vous donner un peu la grille de lecture dans l'ordre de j'ai un problème, reprenons les choses depuis le début, quelle est la meilleure solution d'IA à mettre en place et la question préambule, quand on arrive là, normalement qu'on est censé déjà avoir se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA? Donc ça, c'est le premier cas qui est un peu une boutade. Après, le deuxième niveau d'intégration de l'IA, c'est de dire mon problème est connu, je ne sais pas, je dois détecter, je fais de la surveillance par exemple, et je dois détecter des personnes. C'est quelque chose qui existe déjà, il y a plein de modèles d'IA qui existent déjà et que plein de sociétés proposent. Donc c'est ce qu'on appelle une application directe. Dans ce cas-là, vous avez de la chance. Il y a déjà des IA qui détectent votre cas, et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin particulièrement de data. Vous pouvez l'appliquer directement et l'intégrer dans votre système. Le problème vient du moment où, si vous voulez commencer à détecter des choses qui ne sont pas dans les IA classiques, typiquement, les trottinettes sont rarement inclus dans les IA de détection d'objets, il va vous falloir passer au niveau au-dessus, qui est ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc le fine-tuning, c'est qu'on prend une IA qui a été pré-entraînée et on vient lui donner quelques exemples du cas qui nous intéresse et qu'elle ne connaissait pas avant. Donc typiquement, si on prend une IA de détection de personnes, on va se dire assez naturellement que détecter des trottinettes, ça ressemble quand même beaucoup à une personne. Si vous le faites sans fine-tuning, ça va quand même pas marcher, mais le fine-tuning permet de juste fine-tuner, donc ça veut dire ajuster l'IA pour qu'elle soit capable de détecter ce cas précis qu'elle ne connaissait pas au début, mais qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'il y a. Donc, contrairement à l'application directe, ça commence à demander un peu de data. Généralement, c'est des datasets qui sont assez petits pour arriver à des performances convenables, mais qui permettent d'avoir des résultats satisfaisants.
la limite du fine-tuning, là où il va falloir aller un peu plus profondément dans l'IA encore, c'est si le cas que vous voulez détecter est vraiment très différent des cas d'usage qui sont connus où il y a de l'application directe possible. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. J'ai voulu vous en présenter une qui s'appelle le Zero ou le Few Shot. Alors aussi le prompt engineering pour prendre les termes qui viennent des LLM et des IA textuelles. Là, l'idée dans ce cas-là, c'est de donner quelques exemples à une IA très généraliste. Typiquement, un chat GPT, si vous lui donnez une image et lui demandez de détecter des trottinettes dans l'image, il va réussir à le faire. Voilà, donc c'est une solution qui est en train d'arriver. Elle demande très peu de données parce que si vous lui donnez 3 images de trottinettes, elle va réussir à trouver la trottinette dans la 4e. Par contre, c'est un peu mature et deux peu embarquable. Si on reprend la question de on veut une latence faible et on veut un système qui soit le plus optimisé pour être embarquable en véhicule, on n'en est pas encore là. Il ne faut pas oublier que derrière un chat GPT, c'est des kilowatts et des kilowatts de serveurs qui tournent pour vous répondre. Donc voilà, juste en veille, c'est en train d'arriver. Il va y avoir des solutions qui vont s'approcher, mais c'est pas encore très mature. Et donc la dernière solution, et c'est un peu le cas qu'il y a ici entre la collaboration entre Visual Behavior et SafetyTech, c'est vous avez un cas qui est très particulier et qui ne peut pas être traité par les techniques avant et plus faciles. Et du coup, dans ce cas-là, vous allez devoir développer une IA ou faire développer une IA, ce qu'on appelle from scratch, hein, donc ça veut dire complètement sur mesure. Et si vous vous posez la question, typiquement, pourquoi c'est utile et nécessaire chez SafetyTech, alors il y a plusieurs sujets. Il y en a un, il n'y a pas que le BSIS qu'on veut embarquer dans les véhicules. Il y a d'autres fonctionnalités et on ne peut pas se permettre d'embarquer 15 modules différents, donc celui pour les piétons, celui pour les trottinettes, etc. Donc on a besoin d'une IA qui est capable de faire tout en même temps. Et donc celle-ci, dans les cas 1, 2, 3 que j'ai listés, n'existe pas. Donc il faut la faire from scratch. Et même plus pragmatiquement parlant, les photos que Jérôme vous a montrées sont des photos fisheye qui sont très hauts sur les véhicules. Et donc, en fait, les IA classiques qui sont souvent développées avec des datasets pour la voiture autonome, donc beaucoup plus basses et avec des caméras qui regardent à l'horizontale et beaucoup moins déformées, ça produit des images qui sont suffisamment différentes pour que les IA classiques ne fonctionnent pas suffisamment bien. Donc chez Visual Behavior, on a développé ce qu'on appelle une AI Factory. L'idée ici, c'est de vous montrer à peu près toutes les étapes qu'il y a pour faire une IA embarquable dans un véhicule avec, pour qu'on se rappelle tous, la contrainte de l'automobile qui est un domaine où les contraintes sont extrêmement fortes en termes de coûts, en termes de sécurité, en termes de réglementation. On ne peut clairement pas faire ce qu'on veut. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup de défis. Et donc, Visual Behavior développe une solution, ce qu'on appelle de compréhension de scène. Ça veut dire qu'on ne développe pas une IA pour détecter des objets, détecter des panneaux, détecter la route. On fait un peu l'équivalent de ce que fait les modèles de langage qui comprennent le texte en général. Nous, notre but, c'est de comprendre une scène en général. Voilà, peu importe ce qu'il y a dedans. Les lois de la physique étant les mêmes pour tout le monde, si vous filmez une scène sur Terre, il y a à peu près toujours les mêmes concepts qui se passent, à savoir, il y a des objets qui se déplacent, il y a une notion de 3D avec de la profondeur, il y a des endroits qui sont libres, des endroits qui sont occupés, des endroits qui vont être occupés, etc. Donc, notre objectif est de développer une IA qui fait ça de manière complètement générique, et après qui est spécialisée et optimisée pour un cas précis. Typiquement, le BSIS, on se rend bien compte du type d'objet et du type de détection qu'on a envie de faire. Donc souvent, ce qu'on voit dans les IA, c'est souvent la partie modèle, ce que vous voyez souvent dans les news et sur les réseaux sociaux. Donc quand on vous parle d'un GPT-4, d'un YOLO, des choses comme ça, pour ceux à qui ça parle, c'est ce qu'on appelle des modèles. Et après, il y a la partie apprentissage, c'est-à-dire comment je fais pour montrer des données, des images à mon IA pour qu'elle apprenne à reconnaître. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus classique. Il ne faut pas oublier la partie développement, déploiement, qui est comment je fais maintenant, parce que c'est OK, ça tourne sur mon ordinateur, comment je fais pour que ça tourne dans une IA embarquée dans un véhicule de manière contrainte. Donc je vais aller assez vite parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais du coup, l'idée chez nous, c'était au lieu de se confronter à un cas précis en disant je vais détecter des objets, on essaye de apprendre à l'IA à avoir un comportement qui est quasi humain, mais dans la compréhension de scène. Donc, ça imite littéralement comment fonctionne le cortex visuel chez l'humain.
qui a pour principale tâche déjà de comprendre le monde en 3D à partir de l'équivalent de photos en 2D, un peu lister les obstacles, les objets qui y a autour, les différentes parties de l'image et les endroits qui sont disponibles ou occupés. Après, il y a la partie entraînement, et je pense que c'est celle-là que je vais détailler parce qu'elle est assez intéressante ici. C'est qu'on commence avec quelque chose qui est du design et de la configuration. Donc, on choisit quel module on a besoin. Donc, typiquement, pour le BSIS, si on veut faire de la détection 3D, on se rend compte que, d'accord, il faut détecter les objets, mais il faut aussi avoir une information 3D. Il faut aussi savoir avoir une information temporelle. Il faut assembler tout ça pour être capable de, comme le décrivait Jérôme, de traquer un objet dans l'image, parce que c'est pas juste la présence de l'objet qui pose un problème, qui est dangereux pour le véhicule, c'est sa trajectoire et dans combien de temps, si les trajectoires continuent comme ça, il va y avoir une collision. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a un peu plus de modules que juste une détection d'objets. Après, il y a la partie entraînement, où là, effectivement, l'idée, c'est d'aller s'adapter à des caméras spécifiques, des positions de caméras spécifiques. Et donc, typiquement, dans le camion, les caméras sont très hautes et orientées vers le bas, qui est très différent d'une voiture. Et donc ça, c'est les parties les plus connues. Et après vient la partie un peu spécifique à l'IA industrielle qui permet de passer de OK, j'ai fait un POC, un prototype, appelez ça comme vous voulez, un pilote. Maintenant, comment je fais pour que ce soit un produit commercialisable qui respecte la réglementation, la safety, qui ne demande pas trop de ressources et qui soit embarqué dans un hardware qui coûte pas trop cher. Donc il y a une étape en plus qui s'appelle la distillation. Le but de la distillation, c'est, comme son nom l'indique, pour ceux qui boivent des breuvages, l'idée c'est de prendre cette IA qui a été entraînée, qui souvent est très performante, mais qui est beaucoup trop grosse, et donc on va la distiller pour avoir le meilleur compromis vitesse-précision. Donc la distillation, c'est vraiment l'étape où on appelle ça aussi de l'entraînement enseignant-étudiant. C'est que la grosse IA qu'on a entraînée avant, qui est très performante, elle va apprendre à une petite à imiter son comportement. Donc on passe quelque chose qui est capable de tourner sur un serveur à quelque chose qui est capable de tourner en embarqué, donc dans la cible embarquée. Et après, les étapes d'après, c'est ce qu'on appelle l'embedding et le packaging, que je vais détailler après. Là. Hop. Le but de l'embedding, cette fois-ci, c'est de dire je ne veux plus tourner sur un ordinateur, j'ai besoin de tourner sur une cible embarquée d'un fabricant spécifique qui a des modules d'accélération spécifiques. Et donc, il faut qu'on soit capable de utiliser le hardware spécifique du fabricant. Donc, typiquement, on parle d'un ECU, donc d'un calculateur électronique dans un véhicule. Ça peut aussi être le cas, peu importe les domaines de la mobilité. Et donc, il faut qu'on utilise le hardware spécifique qu'il y a dessus pour être assez rapide et être assez restreint en énergie. Donc, c'est la distillation, c'est la partie où on optimise le modèle. Donc, c'est vraiment, on optimise la quantité de calcul qu'il a besoin de faire. Et l'embedding, c'est, dans ce cas-là, on optimise l'exploitation du matériel pour faire ces calculs-là. Voilà. Et la dernière étape, parce que comme vous l'a présenté Jérôme, une IA, ça fonctionne pas tout seul. Hein, c'est pour s'éloigner un peu des fantasmes qui courent. C'est pas, on branche pas juste une IA et ça marche. Il y a un pré-processing, donc on traite les données avant. Il y a un post-processing. En tout cas, une IA n'est pas lâchée dans la nature. En tout cas, quand on a besoin de faire de la safety, elle est très encadrée, donc les sorties sont contrôlées. On vérifie la consistance, la robustesse. Et donc, tous ces pré- et post-processing sont ensuite packagés avec l'IA en elle-même pour faire le service. Et donc, c'est là-dedans que vous trouvez aussi tout ce qui est prise de décision. Voilà, donc c'est une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, finalement, qu'on passe avec quelque chose qu'on avait très rapidement au début, qui est de l'ordre du POC, jusqu'à quelque chose qui est réellement industriel et qui est réellement embarquable dans un véhicule. Pour vous donner une idée, ces étapes-là, là, entre le POC et le véhicule, on considère qu'on arrive à le faire très rapidement si on le fait en 1 an. Voilà, ce qui donne un peu une information relative par rapport aux avancées théoriques quand on voit les publications des sociétés où en 3 mois ils sortent une IA. Si vous écoutez les sorties de Tesla ou de Uber à l'époque où ils faisaient des véhicules autonomes, il faut se rappeler, c'est un POC qu'ils font. Hein. Donc ils en sont là à peu près. Et ils ont des énormes serveurs dans leur véhicule. Et avant d'avoir quelque chose d'industriel fiable qui tourne en temps réel, il reste encore toutes ces étapes. Voilà. Donc voilà, c'est un petit résumé. L'objectif de l'IA Factory qu'on a développé, mais c'est le process qui est commun à toute l'industrie.
L'objectif, c'est de faire des modèles embarqués qui sont en réel. Voilà. Et tous les mots ont leurs importances, hein. Donc, modèle, ça veut dire que, si vous avez suivi, il faut les faire spécifiques et sur mesure. Embarqué, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de les faire tourner sur serveur et faire une démo. Il faut que ce soit embarqué dans du matériel, dans des véhicules, avec toute la réglementation qui va avec, et temps réel, parce qu'il faut restreindre, il faut respecter les contraintes de temps et de consommation pour avoir les bonnes informations au bon moment. Typiquement, le BSIS, il faut qu'il vous donne une information en moins de 50 ou 100 millisecondes, je ne sais plus. Voilà. Si vous demandez à ChatGPT de trouver la trottinette dans l'image, je ne suis pas sûr qu'il vous réponde en 50 millisecondes. Voilà un petit résumé de toutes les étapes et de comment on fait pour faire une IA industrielle qui, à la base, ressemblait à une IA très classique de détection de personnes, où finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes avant d'en sortir un produit et une fonctionnalité chauffeur qui répondent à un besoin précis avec la performance et les contraintes qu'on attend d'un système embarqué dans un véhicule. Merci bien. Merci, monsieur. C'était à peu près clair pour moi. Non, non, c'était très intéressant. Merci. Est-ce que... Alors, il reste 5 minutes, mais c'est toujours intéressant de prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors moi, j'en ai une sur on va dire plutôt nature de votre collaboration. Du coup, si aujourd'hui, on a une entreprise comme Gaudzi qui exprime un besoin, mais qui elle-même déjà développe, on va dire, hein, j'ai compris, vous avez quand même en interne aussi des compétences. Vous avez fait appel aux compétences du coup externes de Visual Behavior. Quelle était juste un peu la nature de la collaboration pour peut-être Alors, voir. oui, effectivement, on a des compétences de développement, donc hard, software et mécanique, mais on n'avait pas la compétence purement IA. On faisait du traitement d'image, on va dire classique, et on s'est heurté donc à des difficultés de pouvoir vraiment extraire la présence de piétons, de cyclistes, comprendre l'environnement du véhicule. C'est les étapes qui viennent ensuite, hein. Et donc, il a fallu qu'on aille au CES pour trouver Visual Behavior, qui est une compagnie lyonnaise. Lyonnaise, Donc, ouais. c'était il y a 4-5 ans. Il a fallu aller au CES pour les découvrir. J'ai découvert la société, j'ai commencé à réfléchir. Puis j'avais cette idée de pouvoir essayer de comprendre ce qui allait se passer autour de mon véhicule. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé les discussions, qu'on a fait des premiers POC et que maintenant, voilà, leur solution est intégrée dans notre système, que ce soit pour la compréhension, donc la détection de piétons cyclistes, mais également pour vraiment la compréhension de scène autour du véhicule. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on a toute une solution également qui permet de détecter et de comprendre comment se situe la remorque derrière un camion, afin de pouvoir la suivre lors notamment de manœuvres. Et tout ça, c'est fait grâce à ces algorithmes et cette intelligence artificielle développée par Visual Behavior. Super, merci. Un excellent exemple aussi de type de collaboration voilà, mise en Et la œuvre d'un logique, Cara, système. Cara, Oui, en Minalogic, plus, voilà. Donc, c'est vrai que c'est Visual Behavior est adhérent Minalogic et Gauzy est adhérent Cara. Donc en plus, on a une. Bon, ben super. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Euh, je vais juste clôturer rapidement avec voilà, si vous souhaitez continuer à vous informer sur l'IA ou venir discuter avec des acteurs de l'intelligence artificielle en région, le prochain événement sur le sujet Minalogic, Minasmart, alors pas un webinaire comme aujourd'hui, mais vraiment une journée où on parlera d'IA et de décarbonation. Donc, dans la mobilité, j'imagine que c'est aussi un fort enjeu. Céline l'a mentionné. Il y a une journée dédiée au sujet le 23 septembre à Grenoble, enfin à Échirolles exactement. C'est Atos qui héberge l'événement. Donc, c'est une matinée engagée autour de l'IA et de l'environnement. Il y a eu un groupe de travail IA et impact environnemental régional. Donc,
Le matin, on va restituer les résultats de ce groupe de travail et on va écouter. Il y aura des présentations comme aujourd'hui de retours et d'expériences concrets sur des projets d'IA liés à la transition écologique notamment, mais pas que. Et après l'après-midi, il y a une mini table ronde et l'occasion aussi de discuter et de faire émerger des projets de collaboration sur ce sujet-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, notez le 23 septembre prochain à Échirolles. Vous avez le lien ici. Et enfin, on a vu que les salons sont aussi très importants pour faire des bonnes connexions. Le CES, alors sans besoin d'aller à Las Vegas, vous avez le CIDO à Lyon. Le 17 et le 18 septembre, c'est le salon incontournable de l'IA, de l'IoT et de la robotique à la Cité internationale, des conférences, un espace d'exposition et de stand. Pour les conférences, je vous ai listé celles sur l'IA que mes collègues de Minalogic modèrent, mais il y en a plein d'autres. Et je vous invite à passer sur le stand collectif de Minalogic où 16 adhérents exposent leurs solutions aussi et leur expertise en IA. Et c'est le stand E318. Voilà. Si ça vous a donné l'eau à la bouche et que vous voulez poursuivre sur le sujet, n'hésitez pas. Voilà. Et comme je vous le disais, si vous avez des sujets, de projets, des idées, n'hésitez pas à contacter Cara ou moi-même. Et enfin, je pense qu'on pourra, c'était pas dans la présentation, mais peut-être partager les contacts, un email à minima. Tout à fait. Ouais, ouais, Voilà, tout à pour fait. qu'aussi, éventuellement, les participants puissent contacter Jérôme ou Rémi. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous Merci libère beaucoup. pour l'après-midi. Et puis, à très bientôt. Visionnez le replay ou venez vers nous pour la suite. Au Merci revoir. bien. Merci, Merci messieurs. à Merci tous. Au surtout revoir. aux deux Merci. intervenants. Au revoir. Pas de souci. Merci bien. Au Au revoir. revoir.